Bien, bonjour à tous. Je vais donc aujourd'hui reprendre là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous avions terminé une sorte de parcours des différents plans de signification, depuis la signification des unités lexicales ou des mots jusqu'à la signification des textes. Et ce que nous avions constaté la semaine dernière au sujet des textes, c'est qu'un certain nombre de facteurs jouait un rôle important, spécifiquement dans le cas des textes. Bon, le rôle du contexte et de l'intertextualité, la question de l'intertextualité est assez spécifique au texte, mais vaut aussi d'une certaine façon pour les phrases sans texte. Le rôle du contexte vaut également pour les deux. La question du genre de la catégorie textuelle est importante pour les textes, la structuration interne. Et puis j'avais insisté sur la question herméneutique, sur la question des interprétations possibles des textes. Et puis nous avions vu, à partir d'une citation de Christian Doumet et de son livre, extraite de son livre « Faut-il comprendre la poésie ?», qu'il y avait dans certains cas, dans les textes, dit-il, une part de langue irréductible au sens, ce qui nous posait tout de même une question au sujet de ce que l'on peut considérer, de ce que l'on entend précisément par sens d'un texte. Donc, je vous avais expliqué qu'il faut, dans ces conditions, prendre en considération le fait que les textes servent à autre chose que simplement communiquer du sens, dans certains cas, communiquer du sens dans une certaine intention, avec cette distinction classique entre convaincre et persuader, et par conséquent, donc, un texte, en particulier un texte poétique, peut aussi avoir comme intention quelque chose de beaucoup plus flou, qui peut être esthétique, éthique, etc., et pas forcément, ne pas forcément avoir pour intention l'idée de communiquer un sens préalablement élaboré dans la pensée du poète. Ça nous a amené à distinguer deux sens du comprendre, et puis j'en ai ajouté un troisième qui était la question de l'innovation sémantique, qu'on a vu à partir de Ricoeur et de Merleau-Ponty. La dénomination innovation sémantique vient de Ricoeur, mais on a vu que chez Merleau-Ponty, on avait quelque chose d'équivalent avec l'opposition entre parole parlante et parole parlée, donc la question de l'innovation sémantique est proche de celle de la parole parlante chez Merleau-Ponty, et ça nous amène donc à cette idée que pour comprendre un texte peut signifier trois choses différentes au fond. Ou alors, si vous voulez, il y a trois façons de comprendre un texte, qui ne s'excluent pas forcément l'une l'autre, puisque pour entrer dans une dimension, disons, herméneutique du texte ou même esthétique, il faut évidemment préalablement avoir une forme de décodage de la signification à partir des unités qui composent le texte. Mais tous les textes ne se prêtent pas, malgré tout, à ces trois strates de la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du sens d'un texte? Est-ce qu'on va pouvoir parler du sens d'un texte au singulier, comme on pourrait parler du sens d'un mot tel qu'on le trouve dans un article de dictionnaire? Alors, ce que j'ai expliqué la semaine dernière conduit assez naturellement à l'idée que le sens d'un texte est lié à une interprétation, c'est-à-dire, c'est une autre façon de parler de la compréhension, parler d'interprétation, mais cette interprétation, on peut la voir d'une certaine façon comme une pratique, et c'est ce qu'indique bien cette citation de François Rastier, un auteur important sur la question de la sémantique des textes, sur lequel je reviendrai sans doute, mais cette citation me paraît particulièrement éclairante sur les problèmes qui nous intéressent ici. Alors, regardons-la d'une manière un petit peu précise. En disant que le sens du texte est immanent, non au texte, mais à la pratique d'interprétation. Alors, là, bien sûr, l'exclusion de l'idée que le sens du texte soit immanent au texte, c'est l'exclusion d'une certaine pratique d'interprétation qui repose, si vous voulez, sur une forme de critique
qu'on peut appeler critique structurale, qui considère donc que le texte doit se comprendre par lui-même, qu'il véhicule son propre codage, si vous voulez, et que donc il y a une immanence du sens au texte lui-même. Là, l'idée, c'est que le texte n'est pas... Le sens du texte est immanent non pas à lui-même, au texte, mais à la pratique d'interprétation. Donc, en disant cela, nous reconnaissons que chaque lecture, savante ou non, parce qu'évidemment, le problème de l'interprétation et de la lecture va tout de suite être celui de la qualité des lecteurs. Qui lit et quels sont ses moyens d'interprétation. Il peut y avoir des lectures savantes et des lectures naïves, si l'on veut. Trace d'un parcours interprétatif qui correspond à l'horizon du lecteur. Donc la notion importante ici, c'est que l'interprétation, ça n'est pas une sorte de fonction du texte, c'est-à-dire que vous avez un texte et vous avez une fonction qui produirait son interprétation. Là, c'est un parcours interprétatif qui correspond à l'horizon du lecteur. Donc l'horizon du lecteur, cette notion d'horizon du lecteur renvoie donc à ce que j'appelais tout à l'heure les qualités du lecteur, c'est-à-dire sa culture, ce qu'il connaît déjà, les textes qu'il a à l'esprit et qui vont lui permettre d'établir des relations d'intertextualité ou pas, etc., etc. La sémantique des textes propose une description des parcours interprétatifs. Alors quand il dit la sémantique des textes, il ne parle pas évidemment de la sémantique des textes, c'est-à-dire l'approche sémantique des textes en général, mais il parle de ce qu'il appelle lui, de sa conception à lui de la sémantique des textes. Donc ce qui est nommé ici la sémantique des textes, c'est la sémantique des textes selon Rastier. La sémantique des textes propose une description des parcours interprétatifs. Le sens actuel du texte n'est qu'une de ces actualisations possibles. Le sens complet serait constitué de l'ensemble des actualisations, en d'autres termes, l'ensemble des horizons possibles. Alors, on va voir bientôt que les horizons possibles ne sont pas seulement les horizons de chaque lecteur en tant que porteur d'une sorte de mémoire individuelle, mais également au plan historique, c'est-à-dire les interprétations qui ont été faites préalablement, etc. Comme la notion même de sens complet reste illusoire, donc vous voyez qu'ici on a une réponse à la question de savoir s'il y a un sens du texte. Non, c'est illusoire. Le sens complet, avoir une idée complète du sens d'un texte, ça reste illusoire. Une description linguistique ne propose pas une lecture scientifique qui se substituerait aux autres, mais, et c'est ça le point intéressant, une identification des contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs. Parce qu'évidemment, la tentation serait grande, et parfois il y a beaucoup de malentendus à ce sujet, de dire que la différence entre un littéraire qui lit un texte d'une manière technique, avec disons l'appareil conceptuel qu'il a à sa disposition dans sa formation de littéraire, il propose une lecture littéraire, mais que le linguiste, lui, proposerait une lecture scientifique. Avec donc toutes sortes de présupposés là-dessous, enfin bref, je passe. Du coup, c'est important tout de même de préciser quelle est la particularité de l'analyse linguistique du texte, bien qu'il n'y ait pas une étanchéité entre les deux, bien sûr, mais quelle est tout de même l'orientation particulière du regard du linguiste sur les textes? Eh bien, c'est, au fond, une caractérisation négative, l'identification des contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs. Ça signifie, d'une certaine façon, que ce que le linguiste peut dire, c'est que, dans telles conditions, on ne peut pas interpréter de telle façon, parce que les contraintes linguistiques du texte empêchent, bloquent une telle ou telle interprétation. Donc, bien sûr, c'est très utile de savoir ce genre de choses, ne serait-ce que pour disons, mettre une sorte de garde-fou au risque toujours présent de cette idéologie de l'interprétation infinie, qu'on peut tout dire et n'importe quoi à partir d'un texte,
parce que c'est moi, je le ressens comme ça, donc voilà, je lis ça, donc c'est mon interprétation, donc elle vaut n'importe laquelle. Hein, donc on vit dans une période où l'individualisme est tel que on a parfois ce genre de problème. Les professeurs de français dans les classes se heurtent à des réponses comme ça de la part des élèves dans les lycées. Donc le linguiste, lui, chercherait à faire apparaître et à décrire les contraintes linguistiques qui vont interdire certains parcours interprétatifs et ne pas fermer tous les autres. C'est-à-dire que ça reste ouvert, bien sûr. Le sens d'un texte n'est clôturable que par l'arrêt de ses lectures, qui appartiennent alors au passé. Il quitte alors ainsi la tradition et la vie, et cette clôture témoigne plutôt d'une fermeture que d'une plénitude. Vous voyez, tout cela renvoie à l'idée de est-ce qu'un texte a un sens? Est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné le parcours interprétatif? Car un livre fermé n'a plus de sens. Un livre fermé n'a plus de sens. C'est-à-dire, là, si vous voulez, c'est intéressant tout de même, parce que ça dit quand même quelque chose d'important sur la conception du sens d'un texte pour cet auteur, Rastier. C'est-à-dire, si le parcours interprétatif est arrêté, s'il n'y a, au fond, plus rien à comprendre au sujet du texte, c'est qu'il n'a plus de sens. Donc, si vous comprenez bien cela, vous comprenez que le concept de sens qui est présent dans ce cadre théorique, c'est un concept de sens vivant. Très proche d'ailleurs de ce que Ricoeur entend par innovation sémantique, puisque je vous rappelle que le titre de l'ouvrage dans lequel il développe cette idée au sujet de la métaphore, c'est la métaphore vive. Donc, tant qu'une métaphore est vive, c'est-à-dire tant qu'elle produit une sorte de surprise sémantique et qu'elle ouvre des interprétations, elle fonctionne comme métaphore vive. Dès qu'elle est morte, dès qu'elle est éculée, etc., et que donc on répète une métaphore, mais sans que son pouvoir métaphorique soit reproduit, la métaphore n'est plus vive et le processus d'innovation sémantique n'existe plus. Là, on a quelque chose de tout à fait similaire. C'est-à-dire, si un texte, pour des raisons diverses, n'est plus susceptible de produire des interprétations nouvelles, ça veut dire, dans cette conception du sens d'un texte, qu'il n'a plus de sens. En revanche, les textes qui sont relus, donc vous voyez que là, l'idée qu'un texte a un sens est fondée sur l'idée que non pas seulement le texte puisse être lu, mais surtout qu'il puisse être relu. Les textes qui sont relus gardent un sens ouvert. Leur sens a une histoire vivante, celle de leur tradition interprétative, série non close de réécriture. Ça, c'est un point important, puisque, au fond, l'idée sous-jacente ici, c'est qu'interpréter un texte, c'est d'une certaine façon le réécrire. Réécritures qui sont autant de nouvelles lectures. Là, il y a un lien assez fondamental entre la lecture et l'écriture, qui est développé dans une certaine tradition critique. Bref, elles dépendent de la pratique où elles prennent place, obéissant à des objectifs éthiques, esthétiques ou cognitifs. Cependant, le plaisir, le devoir et la volonté de savoir restent inassouvis. C'est-à-dire, il n'y a pas de clôture de l'interprétation. Sur ce point crucial, une sémantique des textes peut distinguer entre les structures closes, qui épuisent la lecture, et les structures ouvertes qui permettent au lecteur de transformer l'équivoque en infini. Alors, ici, vous voyez qu'on retrouve assez bien ce clivage entre, d'un côté, on retrouve ce clivage de la parole parlante et de la parole parlée, de là où il y a de l'innovation sémantique, là où il n'y en a pas, etc. C'est quand même ça une idée très forte, qui au fond n'est pas si présente dans la sémantique des textes, dans les études littéraires. Alors évidemment, dans les études littéraires, on ne se pose jamais ce genre de questions, puisqu'on n'a affaire qu'au patrimoine littéraire, donc à des œuvres qui de toute façon sont ouvertes dans leur interprétation. Mais la question se pose, comme je vous le disais la dernière fois, pour toutes sortes d'autres textes qui sont produits.
Par exemple, est-ce que les romans de gare, les romans type Harlequin, etc., est-ce qu'ils sont susceptibles de production, d'interprétation infinie, etc.? Non, bien sûr que non. Hein. Ils répondent à un plaisir de la lecture, mais on a beau lire 30 fois un roman de sentimental, vraiment, enfin... on pourra tout au plus en tirer quelque chose en termes d'indices sociologiques, etc. Mais sur le texte lui-même, il n'y aura rien à dire. Hein, une fois l'interprétation se clôt très rapidement et le texte ne se prêtera jamais à une tradition de lecture, etc. Hein, à une tradition d'interprétation. Donc là, il y a quand même un argument important pour distinguer des types de textes, un argument fondé sur la pluralité donc, et le caractère infini des interprétations. Donc, encore une fois, infini ne signifie pas n'importe quoi comme interprétation. Hein. C'est-à-dire infini dans le cadre des contraintes textuelles. Alors, que peut-on maintenant conclure de l'ensemble de ce parcours? Parcours, donc, comme je le disais en ouverture de ce cours, parcours des différents plans de l'analyse. Alors, j'ai repris donc une sorte de classification traditionnelle des phénomènes où on distingue la question des mots lexicaux, des mots grammaticaux, des phrases, des discours ou des textes, avec donc des problématiques bien particulières à l'intérieur de chaque rubrique. Hein. On va s'intéresser au lien entre mots et contexte, dans le cadre de la sémantique lexicale, aux constituants du mot, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la préfixation, de la suffixation, des choses comme ça, des relations de sens entre les mots, polysémie, synonymie, homonymie, etc. etc. Bon. Dans le cas des mots grammaticaux, on va plus s'intéresser à des problèmes comme la référence, l'anaphore, le sens instructionnel. Dans le cas des phrases, on va s'intéresser, disons, au rapport entre phrases et propositions, donc à une perspective plutôt logique, à la question de la compositionnalité, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et puis dans la sémantique des discours, ce sera plus la question des liens entre les phrases, du coup, donc des connecteurs, des éventuels implicatures, des présupposés, bon, tout ce qui est de l'ordre donc des intentions liées au texte, et puis donc à la question de la spécificité du texte comme objet linguistique. Donc, ce genre de classification qui correspond, si vous voulez, à un regard qui se veut un petit peu objectif, hein, il y a différents niveaux du sens qui dépendent donc du degré de complexité. On part des briques de base, que sont les mots, grammaticaux ou lexicaux, puis ensuite on fabrique des unités de taille moyenne, les phrases, et ensuite des grandes unités qui sont les textes. Donc ça amène à une sorte de description de la sémantique en différentes rubriques, hein, sémantique lexicale, sémantique grammaticale, sémantique phrastique, sémantique discursive ou textuelle. Bien. Ce qu'on a vu, cependant, conduit à relativiser la limpidité de ce schéma. Hein, parce que quand on présente les choses de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, là, on fait un cours sur signification et théorie linguistique, donc on va dire grand 1 sémantique lexicale, grand 2 sémantique grammaticale, grand 3 sémantique phrastique, grand 4 sémantique textuelle. D'accord ? Et on ne se pose pas plus de questions que cela sur la question de ce que ça veut dire sémantique, sens. Hein, quel est le sens du sens dans chacun de ces cas ? Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'au fond, il y a une très grande hétérogénéité du sens linguistique. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que met en jeu l'analyse du sens à chacun de ces niveaux? Dans le cas du sens des mots lexicaux, donc de ce qu'on appelle la sémantique lexicale, en réception, c'est-à-dire dans la situation de compréhension d'un mot lexical, nous sommes ici dans une problématique du rapport entre le langage et la réalité, si l'on veut, ou entre le langage et une représentation mentale, sans parler donc de la
combinatoire morphologique, pour l'instant, je n'ai pas évoqué ce problème, c'est-à-dire la question de savoir si on est capable de comprendre un mot nouveau qu'on n'a jamais entendu grâce à une combinaison de morphèmes qu'on connaît déjà. Hein. Par exemple, voilà, j'ai donné cet exemple hier à un autre cours, si vous connaissez les mots cerisier, poirier, pommier, etc., même si vous n'avez jamais entendu le mot cacaoyer, hein, vous devinez que c'est un arbre sur lequel poussent des fèves de cacao. Bon. Donc ça, c'est la combinatoire morphologique qui permet de comprendre le sens d'un mot. On n'en a pas parlé, on en parlera plus tard en termes d'iconicité. Mais on a donc ce genre de questions à régler. La question de la dénomination, sur laquelle je reviendrai aussi, bien entendu, qui renvoie à cette idée dans une distinction entre dénomination et désignation. La dénomination visant le phénomène selon lequel nous disposons d'unités lexicales codées. Hein, codées. On a appris, d'une certaine façon, tout au moins on peut décrire les choses ainsi, on a appris, enfant, que cet objet se nomme arbre parce qu'on a été mis dans une situation où on nous a dit arbre et on nous a fait comprendre que le mot désigné, la chose désignée par ce mot, c'était cet objet-là qu'on montre. Hein. Donc il y a quelque chose de très particulier dans l'apprentissage du stock lexical. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez bien étudié par les psychologues qui s'intéressent au développement de l'enfant, au développement du langage chez l'enfant. On sait qu'il y a des périodes où l'acquisition du stock lexical est très grande, très intense, et les enfants apprennent très très vite, mémorisent très très vite des quantités de mots extraordinaires, et ensuite ça s'arrête, et souvent il n'y a pas une grande différence de stock lexical entre un enfant de 5 ans et un adulte de 50. Alors, en production, c'est le même genre de problème, c'est-à-dire lorsqu'on utilise des mots, il faut aussi maîtriser les emplois contextuels, c'est-à-dire employer un mot à bon escient. Bon. Pour ce qui est du sens grammatical, on a vu qu'à la différence du cas précédent, ils ne posaient pas de problème de compréhension et que leur sens est un sens beaucoup plus difficile à décrire au plan métalinguistique. De toute façon, on ne se pose la question de la description du sens des mots grammaticaux que dans un cadre vraiment métalinguistique. Je veux dire que on pourrait être dans une situation avec quelqu'un qui nous dit qu'est-ce que c'est enfin je ne veux pas dire un arbre, mais il faudrait que je trouve un mot, qu'est-ce que c'est qu'un cacaoyer, mais jamais on nous posera la question qu'est-ce que c'est à, qu'est-ce que c'est de, qu'est-ce que c'est le. Bon. Donc le sens qui est porté par ces mots grammaticaux, c'est un sens qu'on peut appeler instructionnel, on verra plus tard pourquoi, qui pose des problèmes de description complètement différents du sens des mots lexicaux. Dans le cas du sens des phrases, on a vu qu'il y avait la question de la compositionnalité, c'est-à-dire comment je comprends le sens global à partir du sens des unités, mais qu'au fond, sauf cas particulier, ça ne pose pas de problème spécial. Si on comprend les unités de base, on comprend facilement la phrase, hein, ce qui ne veut pas dire que le processus mental qui est sous-jacent est simple, mais en tout cas, du point de vue de l'expérience du sens, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème. Donc ce sont des opérations mentales complexes, mais qui ne posent pas de difficulté au locuteur, d'une certaine façon, sauf dans les cas particuliers où il y a un besoin d'interprétation particulier, ce que j'appelle donc le problème herméneutique. Bon, on a vu aussi que dans le cas des phrases, ce qui ne se pose pas tellement pour le cas des mots, hein, on a tout de suite le rôle des intentions du locuteur, le rôle de la signature, qui dit cette phrase, hein, toutes sortes de problèmes qui n'existent absolument pas dans les deux niveaux précédents. Et puis dans le cas des discours, ben voilà, on a des questions de tradition de lecture, etc., qui ne se posent pas au niveau des phrases. Hein. Je vous l'ai dit, le proverbe, par exemple, il n'y a pas une histoire des interprétations des proverbes.
un proverbe, il a une interprétation relativement close qui ne s'élargit que par catégorisation, mais pas par des clivages interprétatifs. Alors, une autre façon de présenter la différence de conception du sens selon les niveaux d'analyse, c'est de dire comment on fait lorsqu'on ne comprend pas, comment on s'en sort. Dans le cas des mots lexicaux, la solution, on l'a vu, pour sortir de la non-compréhension, c'est soit le dictionnaire, c'est-à-dire qu'on va trouver un équivalent sémantique du mot, soit une image. Vous vous souvenez, j'avais donné l'exemple de la pince Bécrot, où on avait vu qu'au fond, pour comprendre ce mot, une image était beaucoup plus efficace qu'une définition de dictionnaire. Donc ça, c'est la façon de sortir du problème de compréhension dans le cas du mot lexical. Dans le cas du mot grammatical, il n'y a pas de problème, donc on n'en parle pas. Dans le cas du sens des phrases, la solution pour la non-compréhension, c'est la paraphrase, fondamentalement. Si on ne comprend pas une phrase, on va la redire d'une autre façon équivalente qui est la paraphrase. Alors, est-ce que la paraphrase, c'est exactement la même chose que l'équivalent sémantique dans le cas du mot lexical? Est-ce que la paraphrase, c'est la synonymie au niveau des phrases? Est-ce que c'est le même phénomène linguistique? Pas sûr du tout. Mais surtout, on a vu que dans certains cas, la paraphrase n'est pas vraiment possible. Rappelez-vous les exemples que j'avais donnés de Lacan ou de Blanchot, où là, il n'y a pas de paraphrase possible. Et puis, dans le cas des discours, eh bien, la solution pour sortir de la non-compréhension ou d'une difficulté de compréhension, c'est la démarche herméneutique qui suppose donc de se plonger dans la pluralité des interprétations, dans l'histoire des interprétations, et d'être capable d'avoir un regard critique. C'est ça quand même le point essentiel, d'avoir un regard critique sur sa propre interprétation en tant que situé, conditionné par toutes sortes de facteurs, et qui doit être comparé, mesuré et critiqué à l'égard d'autres types de compréhension. On a vu aussi que dans le cas des textes, bien sûr, il y a cette possibilité d'innovation sémantique, etc. Donc, au total, est-ce qu'on pourrait encore dire que le mot sens a le même sens dans chacun de ces cas? Quand on parle du sens des mots lexicaux, sens des mots grammaticaux, sens des phrases, sens des discours. Ben non. Le mot sens n'a pas du tout le même sens dans chacune de ces situations. Donc, c'est pour cela que l'énumération que je donnais tout à l'heure, sémantique lexicale, sémantique grammaticale, sémantique, etc., est très trompeuse, parce qu'on a l'impression que sémantique veut dire la même chose dans chacun des cas. Mais en réalité, non. Si on commence à dire ce qui est un peu vrai, mais bon, très imprécis, que la sémantique est le domaine de la linguistique qui s'intéresse au sens ou à la signification, eh bien, on masque le fait que sens et signification sont très différents selon le niveau d'analyse, et qui renvoient à des phénomènes, à des processus mentaux très différents les uns des autres. Complètement hétérogène, qu'on se situe d'ailleurs en production ou en compréhension. Donc au fond, il n'y a pas la sémantique, il n'y a pas de sémantique. Donc je fais quoi? On arrête le cours et on se dit ça ne sert à rien de faire un cours sur sens et signification. Sur signification et théorie linguistique. Bon, alors comment on fait? Comment on va faire maintenant? Maintenant que j'ai introduit un peu de confusion dans votre esprit en vous disant que, c'est bien joli de parler du sens, mais on ne parle pas à chaque fois de la même chose. C'est quand même une précaution importante d'essayer de se préoccuper de savoir si, quand on parle du sens de X, on parle à chaque fois du sens de X ou du sens de Y, on parle de la même chose ou pas. Alors il y a une solution que je vous propose pour essayer d'y voir un peu plus clair, c'est d'observer un peu les pratiques, et d'observer les pratiques à partir des manuels universitaires. Donc on va regarder un petit peu comment se débrouillent les manuels de sémantique. Alors manuel français, j'ai pris aussi, vous verrez, des handbooks connus de sémantique.
Et cela nous permettra de pouvoir observer d'un peu plus près les solutions que proposent les différents auteurs à destination donc, des étudiants, hein, puisque en principe ces manuels sont faits pour les étudiants. On pourrait aussi travailler, mais ce serait beaucoup plus compliqué, sur des traités, sur des auteurs qui ont développé certaines conceptions de la sémantique. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, premier exemple, la sémantique de Christian Touratier, dont la deuxième édition date de 2010. Alors j'ai précisé le nombre de pages parce que vous verrez, les manuels français sont des manuels qui font autour de 300 pages en général, entre 200 et 300 pages disons, alors que les handbooks qu'on va voir, ce sont des objets textuels complètement différents, c'est plutôt le millier de pages, hein, ce sont des livres collectifs. Là, ce sont des livres individuels ou faits à deux. Là, celui-là, il est individuel, mais celui qu'on va voir après, ce sont deux auteurs. Et la tradition anglo-saxonne des handbooks, c'est plutôt un livre collectif où chaque auteur prend en charge un chapitre, et du coup, ça fabrique des sommes assez gigantesques. Hein, donc, voilà, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Alors, j'ai repris ici la table des matières. Alors, elle est sur deux diapositives. Hein. Donc, vous voyez que vous avez d'abord une série de définitions de base. Hein, ça, tous les manuels le font. Il y a toujours un chapitre introductif où on va vous expliquer ce que c'est que la sémantique. Alors, vous voyez que là, il y a signification, mais il n'y a pas sens. Bon, mais le sens apparaît ici dans la question de la lexicographie, hein, comment les dictionnaires étudient le sens. Donc, dans la définition introductrice, vous voyez qu'il y a dans le chapitre d'introduction, où sont données les définitions de départ, il y a une importance du dictionnaire. D'accord ? Donc, ça donne quand même l'impression qu'ici, il y a quand même un privilège du mot, hein, dans la question de la définition de ce que c'est que le sens. Bon, on verra après que dans le livre, il y a d'autres paliers d'analyse que le mot, mais tout de même, c'est, disons, la réflexion de base, la problématisation de départ de la question du sens et de la signification privilégie le niveau du mot. Ensuite, vous avez deux chapitres qui mettent en œuvre une orientation théorique particulière qui est la sémantique structurale. Donc vous voyez qu'en fait, là, bon, on vous définit le SEM, le SEMEM, etc. Est-ce que, parmi vous, comme vous êtes en troisième année, est-ce que certains parmi vous ne savent pas ce que c'est un SEM, un SEMEM? Bon. Donc c'est utile que je l'explique, je vous expliquerai ça plus tard. Ce sont, si vous voulez, des concepts assez, tout à fait élémentaires de la sémantique linguistique. Qui correspondent donc à un courant théorique, hein, qui s'appelle la sémantique structurale, où on regarde, si vous voulez, le mot SEMEM ressemble à un phonème, et on a pris le modèle de l'analyse phonologique et des traits d'opposition entre phonèmes. Hein, vous voyez, je ne sais pas, voyelle ouverte, fermée, voisée, non voisée, etc. Enfin, des traits d'opposition de ce genre-là. On les a appliqués au lexique. Hein. Donc, il y a une analyse autour de la notion de SEM, de SEMEM, et puis un développement plus précis avec une application et puis des descriptions qui vont permettre d'expliquer comment on utilise ce concept de SEMEM. Hein. SEMEM, c'est l'ensemble des SEM, les SEM étant les traits caractéristiques des mots. Hein. Par exemple, je vous expliquerai ça plus tard de manière plus détaillée, mais par exemple, si on considère, hein, c'est un exemple classique, les mots, enfin les noms qui servent à désigner des sièges, chaise, tabouret, canapé, fauteuil, etc., on peut les décrire sous forme de traits. Alors parmi ces sièges, il y a avec ou sans dossier, pour une ou plusieurs personnes, vous voyez, etc. En matériel rigide ou en matériel mou, hein, ce qui va faire la différence entre le tabouret et le pouf.
Bon, donc chacun de ces traits caractéristiques, avec dossier, avec bras ou sans bras, pour la différence entre chaise et fauteuil, ce sont un ensemble de traits qui vont permettre d'opposer un mot par rapport à un autre. Hein. Par exemple, on va dire que fauteuil s'oppose à chaise sur la base du trait avec bras. Donc le fauteuil a le trait avec bras, la chaise ne l'a pas. Bon, bah, ces traits avec bras, sans bras, c'est ce qu'on appelle les sèmes. Et les sèmes, l'ensemble des sèmes d'un mot caractérise le sens de ce mot, et c'est l'ensemble des sèmes d'un mot, c'est cela qu'on appelle le sémème. Sémème, c'est l'ensemble des sèmes. Bien. Alors, on voit donc que ce manuel adopte une certaine orientation théorique, hein, puisqu'il privilégie cette dimension de la sémantique structurale. Ensuite, vous avez un chapitre sur les relations de signification, disons, hein, homonymie, synonymie, antonymie, polysémie. Donc là, c'est un chapitre qui se consacre aux relations de sens entre les mots. Hein, homonymie, c'est-à-dire deux mots qui ont la même forme mais qui ont des sens différents. Synonymie, des mots qui ont presque le même sens. Antonymie, des mots qui ont des sens contraires. Polysémie, un mot qui a plusieurs sens. Donc vous voyez, ce sont les relations de sens entre les mots, ou les relations... oui, c'est ça, les relations de sens entre les mots, disons. Ensuite, vous avez une distinction entre sémantique du nom et sémantique du verbe. Vous n'avez pas un chapitre sur la sémantique du mot, hein, sur la sémantique lexicale, mais des chapitres séparés entre le nom et le verbe, avec donc des caractéristiques selon... qui dépendent évidemment de la catégorie. Donc ces deux classes de mots sont privilégiées ici. Et puis ensuite, vous avez les niveaux, sémantique de la phrase, donc avec structuration informative, c'est-à-dire thème, rème, des choses comme ça. Sémantique de l'énoncé, sémantique du texte. Hein. Donc dans sémantique de l'énoncé, vous avez toute la dimension pragmatique, avec l'implicite, les actes de langage, et puis là, la sémantique du texte, avec sémantique textuelle, et donc là, cette sémantique textuelle qui est décrite, elle est proche, très proche, enfin, très inspirée, si vous voulez, du point de vue de Rastier, dont on parlait tout à l'heure, et dont j'ai analysé la longue citation sur la question de l'interprétation et des traditions d'interprétation des textes. Bien, vous avez enfin un chapitre sur les rapports entre sémantique et informatique. Il n'est pas négligeable parce que, en fait, Rastier travaille aussi à l'élaboration d'une forme de linguistique de corpus et d'une façon d'utiliser les ordinateurs pour non pas déchiffrer les textes, mais pour analyser, disons, les textes. Hein. Et c'est une particularité de ce manuel que de faire le lien. Bon, j'ai laissé là la liste des petits encadrés parce que, vous voyez, vous avez Paul Ricoeur et la métaphore qui est évoqué aussi dans ce manuel. Voilà donc un premier exemple qui couvre donc les domaines du mot en distinguant non-verbe, de la phrase, de l'énoncé du texte, mais qui ne pose pas tellement la question de savoir si le sens a toujours le même sens dans chacun de ces cas. Deuxième exemple de Bellon et Mignot, Initiation à la sémantique du langage, qui est apparu en 2000 chez Nathan et en 2005 chez Armand Collin. Donc, vous voyez un volume similaire, 255 pages. Alors, deuxième manuel qui a un titre, alors c'était quoi déjà le titre du précédent? La sémantique, et là, Initiation à la sémantique du langage. Bon, vous aurez remarqué que le livre de Touratier s'appelle La sémantique, il ne précise pas du langage, mais évidemment il ne parle que du langage. Un tout petit peu de l'informatique à la fin, mais quand même c'est aussi un livre qui porte sur la sémantique du langage. Donc au fond, ce sont deux manuels qui couvrent exactement le même domaine, selon leur titre. Hein. Mais vous allez voir que le traitement est tout de même assez différent. Alors là, j'ai résumé la table des matières de cette façon-là. Donc vous avez là, non pas un, mais deux chapitres de notions fondamentales.
Le premier chapitre réfléchit la question du sens dans le cadre de la problématique de la communication, et donc des signes qui permettent la communication. Donc, si vous voulez, une approche un peu sémiotique du sens. Dans le deuxième chapitre, c'est la question de la référence et de la distinction entre le sens et la référence qui est examinée. Donc ça, j'y reviendrai peut-être un petit peu, mais c'est très simple, hein. La référence, c'est l'objet désigné par le mot, disons, ou par la phrase, enfin la situation désignée par la phrase, la situation du monde réel, hein. Et le mot, c'est l'unité linguistique. Voilà. Donc, mais il y a toute une tradition philosophique, mais d'ailleurs, je crois que je vous en avais déjà un peu parlé. Toute cette tradition vient du philosophe logicien Frege. Donc là, il y a tout un chapitre consacré à ce problème. Ensuite, un chapitre sur sens référentiel et sens énonciatif. Vous voyez donc dans ce manuel, il y a quand même 3 chapitres de réflexion sur le problème du sens et sur les différentes façons de l'envisager qui ne sont pas présents, enfin cette réflexion n'est pas présente dans le manuel précédent. Ensuite, vous avez un chapitre sur les unités significatives à référence. Donc, ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Les unités significatives à référence, donc, c'est-à-dire les unités de signification qui réfèrent à quelque chose. Hein. Donc, il y a les morphèmes, les mots, comment classer les mots, les substantifs, et puis il y a la question de l'anaphore et des déictiques, hein, où là aussi il y a de la référence. Référence extralinguistique pour le déictique, et puis référence, disons, intralinguistique dans le cas de l'anaphore. Ces points étaient complètement absents du chapitre précédent, enfin du livre précédent. Peut-être un peu dans la linguistique du discours, mais ça n'apparaissait pas dans la table des matières. Ensuite, vous avez une description du mot en termes de sens dans les dictionnaires, polysémie, métaphore, métonymie, synecdoque, etc. Tout cela étant présenté comme étant la description sémantique traditionnelle du mot. Alors, la plupart du temps, vous savez, quand les gens disent « Ah ben, je vais vous faire la description traditionnelle », ça sous-entend bien sûr qu'ensuite il va y avoir une description plus nouvelle, plus... Donc, tout ce qui est présenté comme une description évidente, allant de soi, etc., dans le manuel de Touratier, est présenté ici comme la description traditionnelle. Donc, il y a une séparation entre le cas de l'homonymie, de la synonymie, etc., et puis le cas donc de l'unité du mot, c'est-à-dire polysémie, métaphore. Hein. Je vous rappelle, dans le manuel précédent, vous aviez dans le même chapitre un seul chapitre pour homonymie et polysémie, alors que là, on sépare plus nettement le cas où vous avez un mot qui a plusieurs significations, enfin un mot, pas forcément un mot d'ailleurs, un mot ou une phrase, peu importe, enfin une unité qui a plusieurs significations, hein, c'est le cas d'un mot polysémique. Un mot comme bouton, il peut signifier un bouton de sonnette, un bouton au sens dermatologique, un bouton de fleur, etc. Hein. Donc, un mot pour plusieurs sens, et dans le cas de la métaphore, c'est la même chose. Hein. Vous avez un mot qui peut avoir un sens littéral ou un sens métaphorique, ou une expression, plutôt d'ailleurs, qui a un sens littéral ou un sens métaphorique. Mais c'est une même chose, une même unité linguistique qui a plusieurs sens. Et le cas est complètement différent de l'homonymie et de la synonymie, où là, vous avez plusieurs unités linguistiques qui ont des relations de sens. D'accord ? Donc là, les deux cas sont plus nettement séparés. Ensuite, vous avez les théories au pluriel du sens lexical. Du coup, l'analyse sémique n'apparaît plus comme étant le modèle du manuel, hein, mais étant comme un des types d'analyse qu'on oppose à la sémantique du prototype. Enfin, ce sont deux exemples de théorie du sens lexical. Je vous expliquerai plus tard la sémantique du prototype. Ensuite, vous avez un chapitre intitulé combinatoire. En réalité, là, c'est moi qui ai ajouté ça. C'est un chapitre qui s'intéresse au problème des expressions figées, hein, de l'idiomaticité, c'est-à-dire au problème un peu bizarre qui fait que quand vous dites il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain,
Évidemment, ça ne signifie pas... c'est une expression figée, donc chacun comprend le sens, enfin, en principe, hein, lorsque... Enfin, on est d'accord à peu près sur le sens de cette expression. Hein, je précise pour peut-être... enfin, tout le monde comprend ce que ça signifie. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que parmi vous, il y aurait des étudiants étrangers qui ne... Non ? Vous ne comprenez pas l'expression ? Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire qu'il ne faut pas, par exemple, utiliser un argument trop fort qui va éliminer des cas particuliers intéressants. Alors, il faudrait que je vous trouve un exemple. Je n'avais pas prévu de vous expliquer ce cas, mais alors... voilà. Imaginons, prenons le cas de la sémantique structurale. Hein. Si quelqu'un vous dit « Oh, la sémantique structurale, c'est absurde, ça ne rend pas compte de toutes sortes de phénomènes prototypiques, etc. etc. Donc, je refuse d'utiliser cette théorie. » On va lui répondre « Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. » C'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines utilisations de cette théorie qui sont ponctuellement utiles, hein, qui sont ponctuellement rentables. Donc, jeter le bébé avec l'eau du bain, ça veut dire qu'on jette l'ensemble. Bon, donc, enfin, j'ai pris ces exemples, mais il y a des expressions qui sont simplement un cordon bleu pour dire une bonne cuisinière, enfin des cas comme ça, une table ronde pour dire une réunion, c'est quelque chose d'extrêmement courant et qui pose un problème, parce que si on fonde toute la sémantique sur la question de la combinatoire, ça ne marche pas du tout de manière combinatoire. Bon, donc ça c'est important, c'est un point très important qui d'ailleurs a donné lieu à toute une école linguistique dont je vous parlerai plus l'année prochaine si vous allez en master. Ensuite, la question du sens implicite, qui a été traitée plutôt dans la rubrique du sens de l'énoncé, hein, dans le livre précédent. Même chose pour les actes illocutoires. Production et réglage du sens, sens et interaction, tout ça, ça renvoie au sens des énoncés, à pragmatique. Là, il y a une rubrique sens et analyse du discours qui introduit un élément un petit peu différent. L'analyse du discours, c'est pas tout à fait la même chose que la pragmatique, disons. Et puis, un chapitre sur l'évolution du sens, donc la problématique de la diachronie, de l'évolution des significations dans le temps, qui est absente hein, du manuel précédent. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de grandes différences. Alors, si on fait le bilan de la comparaison, on se rend compte des choses suivantes. Dans tous les cas, il y a un chapitre de notions fondamentales sur sens, signification, la question de la lexicographie, etc. Je vous l'ai fait remarquer, dans le livre de Bellon et Mignot, il y a quand même une réflexion, une insistance, une problématisation plus approfondie de la question générale de la signification. En ce qui concerne les cadres théoriques, il est assez explicite dans Touratier, puisqu'il y a ces deux chapitres qu'on a vus sur la sémantique structurale. Dans le livre de Bellon-Mignot, la perspective n'est pas affichée comme telle, mais elle se dégage petit à petit dans le livre, et je vous le montrerai tout à l'heure en commentant la conclusion du livre. Donc, il y a une orientation cognitive qui n'est pas explicite. Il n'y a pas, si vous voulez, un chapitre qui serait équivalent au chapitre de Touratier, qui présenterait la sémantique cognitive et puis qui mettrait le reste dans la foulée. Dans le cas de Touratier, il y a une prise de parti théorique, mais qui est qui est présentée quand même comme une évidence, pas comme une théorie particulière parmi d'autres. Ensuite, il y a toujours, et ça c'est constant dans tous les manuels, il y a toujours une partie sur homonymie, polysémie, antonymie, etc. Et puis ensuite, vous avez des analyses qui dépendent des unités de signification. Donc, au niveau du mot, on a vu que chez Touratier, il y a cette différence entre la sémantique du nom, sémantique du verbe, qui n'apparaît pas du tout chez Bellon-Mignot. Et puis, la question de la référence grammaticale, enfin, disons, la question de la sémantique grammaticale pour les anaphoriques et les déictiques dans Bellon-Mignot, qui n'apparaît pas du tout dans Touratier.
La question des structures idiomatiques est traitée par Bellon-Mignot, pas par Touratier. Inversement, la phrase apparaît dans la table des matières chez Touratier, mais pas chez Bellon-Mignot. Et puis l'énoncé et le texte sont traités d'une manière un petit peu différente, mais disons, vous voyez, il y a des chapitres sur sens implicite et signifier les actes illocutoires chez Touratier, sens et interaction chez Bellon-Mignot. Et puis pour texte et discours, on a des choses un peu comparables, sauf que chez Bellon-Mignot, on a la notion d'analyse du discours, alors que Touratier envisage plutôt la question du texte dans la perspective de la sémantique textuelle de Rastier. Et puis, vous avez au-delà de ça des compléments, donc un chapitre sur synchronie, sur sémantique et diachronie qui est propre au manuel de Bellon-Mignot, et puis un chapitre sur sémantique et informatique qui est propre au manuel de Touratier. Donc là, il y a des choix, mais là on est dans l'ordre de, voilà, peut-être certaines préférences des auteurs, de leur spécialité, etc. Mais ça fait une petite différence, une complémentarité si on veut. Là, les choses ne sont pas... Bon, la question de savoir s'il y a une problématique fondamentale de la diachronie pour le sens, tout de même, est une vraie question. Est-ce que le sens, c'est quelque chose de fixe à un moment donné, ou est-ce que c'est pas justement quelque chose qui évolue tout le temps? Auquel cas, la question du rapport entre sémantique et diachronie, disons de la dimension diachronique de la sémantique serait cruciale. Quant au rapport entre sémantique et informatique, là, il est plus sur le plan de l'application. Est-ce qu'on fait de la sémantique pour comprendre le langage humain, ou est-ce qu'on fait de la sémantique pour améliorer des logiciels? C'est ça la différence, ici. Voilà, donc on va faire, comme à l'accoutumée, une petite pause de 10 minutes, et puis on se retrouve pour parler de la conclusion de Bellon et Mignot. Bien, nous allons reprendre. Avez-vous, avant que je poursuive, des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à présent? Aucun problème pour récupérer les cours sur Internet, ça marche bien? Vous avez essayé? Donc vous voyez, ça vous permet au moins le PowerPoint de ne pas tout noter en détail, et comme ça vous récupérez les informations facilement. Je préfère que vous écoutiez, vous essayiez de comprendre pendant le cours plutôt que perdre votre temps à tout noter. Voilà, alors écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, je vais donc, comme je le disais, vous commenter avec vous la conclusion du manuel de Bellon-Mignot. Je signale au passage que le manuel de Touratier n'a pas de conclusion, vous voyez, donc on a avec Touratier quelque chose qui est plutôt une sorte de catalogue de différents outils théoriques très utiles pour les étudiants, mais ça n'est pas un livre au sens où on développe un certain point de vue, alors que ces deux aspects, l'aspect manuel et l'aspect un peu traité, si l'on veut, sont présents à la fois chez Bellon-Mignot, ce qui apparaît bien donc dans leur considération finale. Donc, voici ce qu'ils disent: le sens ne se réduit pas à un donné, même intériorisé dans le cerveau et stocké dans la mémoire. Il n'existe que grâce à un processus psychologique qui est à chaque fois origine et résultat de l'activité langagière. Donc, vous voyez que il y a bien cette idée qu'on pourrait considérer que les unités lexicales, si le sens est quelque chose qui est d'ordre mental, on ne peut pas se contenter de dire que ce serait quelque chose de mental qui est stocké dans le cerveau. Ce qui est stocké, ce sont plutôt des processus. Disons stocké, si on veut décrire le sens d'un point de vue mental, il faut le décrire en termes de processus. À partir d'éléments stockés en mémoire, bien sûr, mais c'est quand même le processus qui est important. Ce processus a lieu chaque fois que quelqu'un dit ou rédige un énoncé, mais aussi chaque fois que quelqu'un l'interprète, c'est-à-dire lui attribue un sens, ce qu'on appelle ordinairement comprendre. Donc vous voyez que eux aussi, comme je l'ai fait moi-même dans ce cours, prennent la compréhension comme une porte d'entrée importante sur la question du sens. Dans ces conditions, les progrès futurs de la science sémantique sont à coup sûr liés à ceux de la psychologie,
plus précisément de la psycholinguistique, même si pour le moment, sémantique linguistique et psychologie demeurent deux disciplines encore bien distinctes. Alors, oui, là, c'est clairement un parti pris en faveur des approches cognitives du sens. Hein, et donc, du lien entre la description linguistique et l'analyse dite ici psycholinguistique, qui donc repose sur les processus mentaux qui sont à l'œuvre dans la construction du sens. Bon, dans la suite de ces considérations finales, il y a une critique de ce qu'on appelle parfois la métaphore du conduit, c'est-à-dire il vous explique que le sens ne doit pas être considéré comme quelque chose qu'on s'échangerait, comme une balle qu'on se lance l'un à l'autre. Hein. En fait, il n'y a pas quelque chose qu'on s'échange, c'est quelque chose que chacun qu'on reconstruit. Hein. Un locuteur produit un énoncé dont le sens, donc il produit un énoncé, il y a une relation entre disons des processus mentaux de conception et puis de production langagière, et celui qui reçoit l'énoncé reconstruit une signification. Hein, il n'y a pas... ils insistent aussi sur un point extrêmement important, qui est le fait qu'il y a toujours du flou, des marges, des variations dans la description du sens. Hein, il y a une marge de variation du sens. Ils insistent sur les deux rôles référentiels et relationnels du langage, sur la dimension sociale, oui, il y a une coquille ici, dimension sociale du sens. Et très explicitement, leur perspective cognitive qui conduit à rapporter les faits langagiers à des processus mentaux ou à des processus cognitifs, les conduit donc à critiquer ce qu'ils appellent le postulat de l'autonomie de la langue et de ses modules. Alors, ce qui est visé ici, c'est précisément la sémantique structurale. En fait, l'autonomie de la langue, ce qu'on appelle l'autonomie de la langue, c'est précisément le point de vue de la sémantique structurale telle qu'elle s'est développée dans la filiation saussurienne. Hein. Il faudra à un moment donné qu'on passe dans ce cours par le rappel des principes de l'analyse saussurienne de la signification, mais qui repose, je vous le rappelle rapidement, sur ce qu'on appelle la théorie de la valeur, c'est-à-dire le fait que le sens se définit par des principes d'opposition. Donc il y a une forme d'immanence et le sens des mots se définit uniquement par rapport à d'autres mots. Hein. On ne sort pas du langage. On est dans une autonomie de la sphère linguistique. On explique le langage par le langage, d'une certaine façon, hein, ou la langue par la langue, les signes par d'autres signes, d'accord ? Alors que dans une perspective cognitive, on va étudier la langue, le signe, en relation, alors causal ou pas, ça c'est un autre problème, mais en relation avec des processus cognitifs. Et là, il y a deux perspectives qui, si elles ne sont pas par principe complètement incompatibles, sont tout de même très différentes. Donc, si vous voulez, vous étudiants, vous utilisez des manuels, et en fait, ce sont deux manuels qui ont des perspectives théoriques opposées, hein, vraiment différentes. Alors, l'autonomie des modules, ce qui est visé ici, c'est, disons, ce qui s'est développé sous l'influence de la linguistique américaine, en particulier chomskienne, à partir donc d'une distinction classique entre sémantique, syntaxe, pragmatique, l'idée qu'il y aurait des modules séparés, donc au sens disons, cognitif, hein, un module de traitement de la syntaxe séparé d'un module de traitement sémantique, etc. Bon, c'est aussi cela qui est critiqué dans la perspective cognitive. Et puis, donc, ils développent leur propre point de vue en disant que leur perspective cognitive les conduit à intégrer dans leur problématique à la fois les questions de l'énonciation et de la pragmatique. Voilà, donc on a ici un manuel qui fait un ensemble de descriptions pour aboutir à privilégier une certaine orientation théorique qui est donc celle de la sémantique cognitive, enfin, ou de la linguistique cognitive.
Passons maintenant, alors non pardon, je voulais faire donc quelques petites remarques conclusives sur la comparaison de ces deux manuels. Donc deux orientations théoriques différentes, structurale et cognitive. Chez Bellon-Mignot, il y a une réflexion générale sur le sens. D'ailleurs, dans les deux, hein, il y a une introduction théorique sur le sens, mais pas de prise en compte de cette hétérogénéité du concept de sens selon les unités linguistiques, ce que j'ai essayé de vous montrer jusqu'à présent dans ce cours. Vous remarquez que dans les deux manuels, il y a très peu de place pour la sémantique grammaticale. Hein. Parmi les points communs, ça c'est vraiment quelque chose que vous trouvez dans tous les manuels de sémantique, donc là on a l'impression que les sémanticiens sont à l'aise, il y a une sorte de consensus là-dessus. Ce qui relève de la sémantique, c'est clair, c'est l'analyse de phénomènes comme la synonymie, la polysémie, l'homonymie, etc. Quoique certains sémanticiens vont vous dire que la polysémie, ça n'existe pas. Hein, c'est un artefact de l'analyse linguistique, mais pour les locuteurs, ça n'existerait pas. Mais quand même, globalement, ce sont les points de convergence qu'on remarque dans... Là, j'ai pris que deux exemples, mais faites l'expérience, allez chez Gibert, regardez les manuels de sémantique, vous trouverez partout, tout le temps, systématiquement, des chapitres sur ces questions-là. Vous trouverez aussi toujours un paragraphe, un chapitre sur le traitement du sens dans le dictionnaire. Parce que là aussi, on a quelque chose de tangible. Mais ça, c'est quelque chose qui va changer. Je pense que la question du statut... Parce que les dictionnaires sont quand même des objets textuels. Je vous l'ai déjà dit, je crois, peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ce sont des objets textuels qui sont en voie de disparition, hein, les dictionnaires. Aujourd'hui, on trouve le sens des mots par des moyens informatiques qui reproduisent bien sûr en partie la fonction du dictionnaire, enfin qui reprennent la fonction du dictionnaire, mais qui fonctionnent quand même d'une manière assez différente. Bon, donc je pense que les manuels de sémantique dans 20 ans ne traiteront pas du tout la problématique lexicologique de la même façon. Bref, tout cela montre quand même qu'il y a un privilège du niveau du mot, parce que tout ça, synonymie, polysémie, homonymie, c'est le niveau du mot. Le dictionnaire, c'est le niveau du mot. Et plutôt, d'ailleurs, j'aurais dû préciser, du mot lexical. Bon, et puis vous avez dans les deux manuels aussi une prise en compte de la dimension énonciative ou pragmatique du sens, hein, à partir de la question des intentions, des présupposés, etc. etc. Bien. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le seul... J'ai dit tout à l'heure que, en dépit des introductions générales où les auteurs réfléchissent sur ce que veut dire sens et signification, il n'y a pas de prise en considération du fait que sens et signification ont des sens différents selon les niveaux où on se situe. Bon. Il y a quand même un plan sur lequel une distinction est faite, c'est précisément la distinction entre le niveau, disons, énonciatif pragmatique et le niveau linguistique, enfin, disons, le niveau sémantique, si on veut. Donc là, on perçoit bien qu'il y a un fonctionnement de la signification qui est différent. Hein, le sens dans les situations contextuelles, qui étudient l'énonciation, la pragmatique, et puis le sens dans le dictionnaire, pour le dire simplement, hein, qui est autre chose. Là, les manuels, sans le dire très explicitement, perçoivent bien qu'il y a deux conceptions du sens différentes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que souvent, ces distinctions se cristallisent sur une spécialisation de la signification de sens et signification. Par exemple, chez Oswald Ducrot, un sémanticien français important, le sens sémantique, c'est-à-dire le sens du mot dans le dictionnaire, etc., il l'appelle signification. Et il réserve le terme de sens à la pragmatique, hein, au sens pragmatique, c'est-à-dire en tenant compte des intentions, enfin le sens en contexte, quoi. Donc là, il y a quand même une différence, mais vous voyez, qui ne relève pas de la question de la variation de sens et signification selon les unités d'analyse. Alors, un autre exemple, cours de sémantique, introduction. Donc, je vous rappelle, Bellon-Mignot, c'était introduction à la sémantique du langage. Donc,
cours de sémantique introduction, vous voyez, ça, c'est quand même très proche. Hein. Alors, paru en 2013, 190 pages, donc c'est aussi un manuel comparable en termes de volume. Mais alors, il suffit de jeter un coup d'œil sur la table des matières pour constater qu'on a affaire à quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Alors, vous avez bien sûr, comme toujours, un chapitre qui donne les notions de base, hein, qu'est-ce que c'est, sens, signification, etc. Et puis ensuite, vous avez un développement. Alors, phrase et proposition, donc là, il n'y a plus du tout le niveau du mot. Calcul et analyse en proposition, donc cette notion de calcul est complètement absente des deux manuels précédents. Analyse propositionnelle et implicature, donc disons ça inclut un peu la dimension pragmatique, mais toujours à l'intérieur, donc disons comme une sorte de variation par rapport à l'analyse des propositions. Prédicats et quantificateurs, logique des prédicats, donc disons les prédicats, on va dire c'est le groupe verbal, hein, pour simplifier, puis les quantificateurs, ce sera par exemple les déterminants. Logique des prédicats, calcul et analyse à nouveau, groupes nominaux et logique des prédicats, les limites de la logique des prédicats. Alors, déterminants linguistiques et quantifieurs généralisés, sémantique du discours. Bon, un petit chapitre à la fin sur sémantique du discours. Alors, vous voyez qu'ici, on a affaire à une perspective radicalement différente des deux précédentes, dans laquelle la dimension logico-mathématique est très présente. La logique des prédicats, les chapitres sur la logique des prédicats conduisent à s'interroger sur disons, des problèmes qu'on étudie dans un cours de logique, vraiment. C'est-à-dire les opérateurs et, ou, etc., l'implication, le fait que l'implication soit que P implique Q, c'est équivalent à non P ou Q, etc. Enfin, ce genre de problème. Hein. Bon, donc c'est une perspective tout à fait logiciste, hein, et qui, par ailleurs, vous voyez, on parle beaucoup des prédicats, des groupes nominaux, des déterminants, des quantifieurs, etc. Il est clair, et l'auteur le dit d'ailleurs, que le livre, contrairement aux deux précédents, est centré sur la sémantique grammaticale. Donc sur la grammaire de la phrase, sur les quantifieurs, etc. Beaucoup sur les déterminants, ces questions de ce genre-là. Et en fait, c'est un manuel qui est non pas une introduction à la sémantique au sens traditionnel du terme, mais plutôt à ce qu'on appelle aujourd'hui la sémantique formelle, c'est-à-dire une sémantique qui essaie de décrire le sens d'une manière extrêmement rigoureuse, sous une formalisation, selon une formalisation mathématisable et implémentable dans des ordinateurs, etc. Alors, c'est une perspective, vous le verrez aussi tout à l'heure à partir des handbooks, qui est présente aujourd'hui, hein, assez présente au plan international, pas très représentée en France. Francis Corbelin, qui est parti à la retraite il n'y a pas longtemps, hein, mais qui était professeur ici, était un des auteurs français qui travaillent dans cette perspective, mais pas énormément de gens finalement, en France en tout cas. Donc là, on a encore une sémantique complètement différente. Alors, ce qui va être intéressant, c'est, là je vous ai pris deux citations, pour vous montrer à quel point sa conception du sens est différente des précédentes. Alors, la signification, ce ne sont pas des mots. Alors pourquoi il dit ça ? Parce qu'il dit, voilà, on pourrait avoir l'impression que la signification ce sont des mots, parce que quand on regarde dans le dictionnaire, on a un mot qui est défini avec d'autres mots. Mais en fait, il a raison, la signification, c'est pas qu'on utilise des mots pour d'autres mots, c'est l'équivalence. Le phénomène de la signification, il vient du fait qu'on a un mot qui est équivalent à une expression. Hein ? La signification, c'est bien l'équivalence entre les deux. Ça n'est pas la définition elle-même. Hein. La définition n'est pas la signification du mot.
c'est l'équivalence entre la définition et le mot qui est le phénomène de signification. Donc, la signification, ce ne sont pas des mots, la signification, ce sont donc des choses, ou plus exactement, un rapport régulier. Pardon. Il va falloir que je coupe ça à l'enregistrement, sinon. Donc, la signification, ce sont donc des choses, ou plus exactement, un rapport régulier aux choses. Connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vraie. Alors, bon, pas développé ici, mais la vérité au sens logique du terme est évidemment un concept central de cette approche de la sémantique. Comment est le monde? Une phrase est vraie si on sait comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vraie. Alors, évidemment, ce genre de définition va être très bien pour les énoncés qui ne se prêtent pas à des perspectives herméneutiques. Mais est-ce qu'on pourrait tenir un propos de ce genre-là sur des phrases du type « il n'y a pas de rapport sexuel ». D'abord, est-ce que c'est une phrase qui est vraiment à éprouver à l'aune de la vérité ou de la fausseté? Bon, c'est un peu problématique dans ce cas. Donc on comprend bien que ce type d'approche sémantique s'applique uniquement aux phrases ordinaires. Uniquement aux phrases ordinaires, pas du tout au problème de la signification littéraire, entre guillemets, ou philosophique, etc. Bon, enfin, philosophique si, mais dans un sens très particulier. Alors, continuons, autre citation. Les mots et les phrases ont une signification qu'il est légitime de se représenter comme une fonction. Donc, vous voyez, c'est la mathématisation, il y a une mathématisation de la sémantique. Alors, c'est quoi cette fonction? C'est une fonction d'interprétation qui, donc, a pour argument la signification des mots composants et la syntaxe. Donc, simplement, c'est l'idée de la compositionnalité. C'est-à-dire, vous avez la signification des mots, vous avez une syntaxe, ce sont les deux éléments à partir desquels la fonction calcule l'interprétation. Donc, l'idée, c'est bien de calculer une interprétation à partir d'un certain nombre d'arguments. Cette signification ne varie pas d'un usage à un autre. Elle est la même pour tous les locuteurs. Alors vous voyez que, ça on pourrait le contester hors contexte, mais ça veut dire qu'il y a une certaine conception du sens qui est développée, reposant légitimement, d'une certaine façon, pour que les choses soient un peu cadrées, sur une stabilité du sens. Et il est certain que, je ne sais pas, si je dis mon téléphone est sur la table, on peut, enfin je veux dire, on ne va pas faire 300 pages d'herméneutique pour savoir ce que ça veut dire, d'accord? Il y a un sens et un seul à cette phrase. Ensuite, il peut y avoir des interprétations du point de vue pragmatique, c'est-à-dire si je suis loin de la table et que je dis à quelqu'un mon téléphone est sur la table, ça peut vouloir dire va me chercher mon téléphone, par exemple. Mais en tout cas, l'idée qui peut nous choquer un peu compte tenu de ce que je vous ai dit précédemment, que la signification ne varie pas d'un usage à l'autre, est la même pour tous les locuteurs, évidemment c'est complètement contradictoire avec l'idée qu'il puisse y avoir, comme on l'a vu dans la phrase de Rastier tout à l'heure, une histoire des interprétations. Mais c'est simplement que les deux auteurs ne s'intéressent pas au même genre de problème. Oui ? J'ai une question. Est-ce que là, il ne parlerait pas plutôt de la fonction qui ne varierait pas d'un usage à un autre plutôt que de la signification? Ont une signification comme une fonction. Non, c'est la signification qui ne varie pas. Okay. Ouais. Bon, de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose parce que la signification est définie par cette fonction. Oui. Du coup, on se rapprocherait un petit peu aussi de l'approche psycholinguistique qui a été évoquée précédemment, justement. Pas vraiment. Là, c'est vraiment une approche logique, pas tellement psycholinguistique, pas tellement cognitive. D'interprétation, je pensais que ce serait une fonction un petit peu qui serait propre à chaque individu, et dans ce cas-là, justement, on rebondirait un petit peu sur... Non, justement, la fonction d'interprétation, elle n'est pas propre à chaque individu, ici. Il y a quand même une stabilité. Donc, la signification, ce ne sont pas des mots, mais des choses, reliées aux mots et aux phrases par un rapport de correspondance.
mots et phrases renvoient, en vertu d'une convention, toujours au même type de choses. Alors, c'est sûr que pour comprendre une phrase poétique dans laquelle il y aura le mot soleil, il faut bien, à un moment donné, quand même, que tout le monde soit d'accord sur un sens de base de soleil. D'accord ? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette proposition. Hein ? En vertu d'une convention, toujours au même type de choses. Alors, la question de la convention, ça, on peut la discuter un peu, mais ce n'est pas notre objet pour l'instant. Nous admettons que des exemplaires de ces choses ont été utilisés antérieurement pour identifier ces types de choses. C'est quoi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous apprenez à un enfant ce que veut dire arbre, le mot arbre, eh bien, vous lui montrez un exemplaire d'arbre pour lui dire ça s'appelle un arbre. Mais en fait, ce que doit comprendre l'enfant, c'est pas que cet arbre-là uniquement s'appelle arbre. C'est que c'est un exemplaire d'une catégorie de choses similaires qu'on va toujours appeler arbre. Donc, c'est comme ça qu'on doit interpréter cette idée. Donc, il y a une sorte, comme une expression qu'on utilise parfois, d'acte de baptême, hein, qui fait qu'à un moment donné, on a appris des mots par une correspondance entre une expression et puis une chose. Et cette correspondance est une convention apprise à un moment donné qu'on va réutiliser lorsqu'on interprète le sens d'une phrase. Ces propositions permettent de comprendre pourquoi connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment elle montre pour qui la tient pour vraie. La sémantique est la partie de la linguistique qui prend la signification des mots et expressions comme objet d'étude. Donc vous voyez que, alors il utilise expression comme un terme un peu général qui inclut bien sûr la phrase, mais d'autres structures. Et on a quand même forcément, puisque la base de cette analyse, c'est quand même la compositionnalité, hein, et la question du calcul compositionnel, on a quand même cette idée que cette sémantique est logique et fondée sur le niveau du mot. Oui ? J'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de la concept de Wittgenstein dans l'investigation politique, c'est-à-dire à peu près est-ce que Corbin est dans ce courant-là. Qui ? Corbin ? Dans le courant de quoi ? De la Gestalt, vous voulez dire ? De la Ah, de Wittgenstein. Oui. Enfin bon. Oui, non, ce serait plus Russell que Wittgenstein d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un héritier du positivisme logique, c'est clair, mais pas, ou alors du premier Wittgenstein, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que c'est un logicisme assez basique. C'est pas un logicisme modifié par la question de l'ère de famille et c'est le Wittgenstein du Tractatus, oui, mais pas le Wittgenstein le second. Hein. Alors, donc vous voyez, c'est encore une autre perception de la sémantique, une perception qui procède d'une démarche qui cherche à être la plus scientifique possible. Donc, elle se défend, bien entendu, puisque de toute façon, elle a toute une tradition qui s'est installée depuis un certain nombre d'années, et vous le verrez tout à l'heure avec un des handbooks que je vais vous montrer. C'est une approche de la sémantique qui a quand même pour objectif l'industrie de l'informatique, hein, c'est clair. Le but n'est pas de comprendre le langage humain, pas de comprendre l'être humain à partir du langage. Le but est de proposer une approche scientifique qui va permettre d'améliorer les logiciels. Hein. Et évidemment, ça laisse de côté toutes sortes de problèmes relatifs à la signification, parce que le point de vue scientifique qui est adopté, le point de vue de dire il y a une science de la signification, conduit forcément à laisser de côté tout ce qui relève plutôt de
de l'art du texte que de la science du texte. Hein. Donc on va s'intéresser dans ces cas-là uniquement à des phrases tout à fait élémentaires, et effectivement c'est dans ce genre d'approche linguistique qu'on va faire des traités entiers sur le chat et sur le tapis, ou la neige est blanche si et seulement si la neige est blanche, enfin ce genre de choses très élémentaires, mais qui posent des problèmes compliqués parfois de modélisation. Donc l'objectif, c'est la modélisation, hein, plus particulièrement informatique, et c'est peut-être, je ne sais pas, mais si on comprend la science dans un sens unifié, c'est-à-dire qu'on parle de science, pas comme on parle de sciences humaines ou de sciences sociales, mais de la science au même sens que la chimie c'est de la science, la physique c'est de la science. Si on veut faire de la science de la signification au même sens où on parle de la science en physique ou en chimie, eh bien, on est sans doute amené à faire ce genre de choses. Hein, si on veut vraiment poser des choses. Voilà. Donc on fait un peu des mathématiques, il y a une mathématique de base, il y a de la logique et tout ça. Mais évidemment, ça ne traite que d'une partie de la signification, hein, d'une partie des phénomènes de signification. Alors que ces auteurs considèrent comme centrale, mais là, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Alors, maintenant, voyons quelques manuels anglo-saxons. Donc un premier, enfin publié en anglais, hein, mais vous voyez, là, ce sont des profs allemands plus un universitaire de l'université de Washington, Georgetown University. Donc c'est publié chez De Gruyter, sauf erreur, oui, c'est ça. Alors, ça c'est le plan général du livre. Alors je vous l'ai dit, hein, je ne sais plus combien, mais c'est plus de 1000 pages. Hein, ce sont vraiment des manuels d'une dimension complètement différente. Donc vous avez là des aspects historiques et fondamentaux sur la définition de la sémantique, les méthodes, hein, quelles sont les différentes méthodes dans la recherche en sémantique, ensuite la sémantique lexicale, donc la sémantique au niveau du mot lexical, hein, les questions d'ambiguïté et de vague. Alors vous voyez, ça, c'est pas du tout traité. L'ambiguïté, pas explicitement, mais la question de la différence entre ce qui est ambigu et ce qui est vague, ça apparaît assez systématiquement dans les manuels de langue anglaise, et ça renvoie à cette idée que je mentionnais tout à l'heure, qu'il y a des variations du sens, hein, que le sens, c'est jamais un truc très carré, et qu'il y a souvent de l'ambiguïté et des choses vagues. Et justement, il y a une différence entre les deux, hein, mais que je n'ai pas le temps d'expliquer là. Les approches cognitives de la sémantique, la théorie de la phrase et du discours. Hein. Donc vous avez bien le lexique, la phrase, le discours, pas tellement la grammaire, vous voyez ici, qui va apparaître un petit peu ici. Alors si on veut rentrer un peu dans le détail, hein, vous voyez, sur les fondations, enfin les bases de la sémantique, il y a beaucoup d'articles de philosophes. Hein. C'est vraiment un livre pluridisciplinaire avec des articles plutôt qui viennent de la philosophie, d'autres de la linguistique, de la psychologie cognitive. C'est l'intérêt de ces manuels collectifs, hein, qui permettent... Donc vous voyez, par exemple, peut-être certains d'entre vous connaissent Pierre Jacob, qui est un prof de l'Institut Nico ici, mais qui est philosophe. Hein, et donc, il y a un certain nombre de philosophes qui vont parler des problèmes de meaning. Alors évidemment, en anglais, meaning et sens, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, passons, vous voyez, il y a meaning, sense. Là, voilà, Frege, qui est évidemment l'auteur absolument incontournable, comme on dit, de l'analyse sémantique, surtout d'un point de vue philosophique. La question de la compositionnalité, de la décomposition lexicale. Bon. Une partie historique, vous voyez, qui n'est pas très présente dans les manuels que je vous ai montrés tout à l'heure, mais historique, bon, avec tout ce qu'il y a avant le 19e, et puis voilà. C'est vrai que la sémantique, on n'en a pas parlé, mais c'est une discipline sur le langage qui apparaît assez tard, hein, dans l'histoire des idées linguistiques. L'influence de la logique sur la sémantique, bon, avec Corbelin, on en a un exemple, et puis la question donc de la sémantique formelle. Les méthodes, alors bon, quand on travaille sur plusieurs langues, les méthodes formelles, les méthodes expérimentales, donc plutôt qui relèvent de la psychologie cognitive. Dans la sémantique lexicale,
vous avez des classifications qui sont assez différentes des manuels français, hein. Les rôles thématiques, la question du prime sémantique, les traits sémantiques, hein, ça renvoie un petit peu à la sémantique componentielle, la question des idiomes dont je parlais tout à l'heure, bon, les relations de sens, là on va retrouver toute la question de l'homonymie, la polysémie, etc. Toute la question du vague et de l'ambiguïté qui est absente des manuels français, et les approches cognitives, bon, avec vous voyez, des auteurs, quand même, des grands auteurs de la tradition de la sémantique cognitive, hein. Leonard Talmy, c'est vraiment un des fondateurs de la linguistique cognitive, Ray Jackendorf aussi, bon, enfin un peu après, mais... Et puis, voilà, la phrase et le discours. D'accord? Donc, on a tout de même des différences importantes qui ne viennent pas seulement du volume, hein. À la limite, on pourrait dire, oui, comme ils ont de la place, ils peuvent faire l'histoire, ils peuvent développer sur les bases, etc. Mais il y a quand même des questions qui sont abordées d'une façon complètement différente, notamment cette question de l'ambiguïté et du vague. Bon. Deuxième exemple, assez différent, le Routledge Handbook of Semantics, donc qui date de 2016 et qui a été rédigé par un Australien, Nick Rimmer, qui parle très bien le français et qui est rattaché au labo d'histoire des idées linguistiques de Paris 7. Et donc, il a un point de vue assez intéressant. Ce manuel donc se présente de la façon suivante. Donc là, j'ai mis l'essentiel, hein. Donc vous avez toujours, hein, les bases, les fondations, les bases, avec une distinction entre l'internalisme et l'externalisme en sémantique, qui est moins présente dans le livre précédent, parce que précisément Nick Rimmer est quelqu'un qui pense qu'il y a eu un cognitivisme un peu trop internaliste, et donc il ouvre la sémantique sur l'idée, donc qu'est-ce que j'entends par dimension externaliste de la linguistique? C'est de la sémantique cognitive, c'est l'idée qu'il y a du sens aussi à l'extérieur, pas seulement dans votre cerveau, hein. Le monde environnant est aussi peuplé de choses qu'on peut décrire comme étant de la signification. Bon, les différents types d'approches, hein, la sémantique formelle, la sémantique cognitive, la sémantique de corpus, qui n'était pas trop présente dans le manuel précédent, qui est beaucoup plus co-test, si j'ose dire, c'est-à-dire plus logiciste, hein. La conceptualisation, avec toutes sortes de choses qui relèvent de la linguistique cognitive, hein, l'embodiment par exemple, les catégories, les prototypes, ça c'est typique de la linguistique cognitive. Meaning and context, donc là ça va être les rapports avec la pragmatique. La sémantique lexicale, avec, vous voyez, les mêmes titres, hein, la décomposition lexicale, les relations sémantiques, ça c'est ce qu'on trouve aussi dans les manuels français. Et puis des phénomènes particuliers, donc là c'est la sémantique de certains problèmes linguistiques particuliers, la question des noms, la question de la négation, de la quantification, etc. Et puis donc les extensions avec la problématique de l'acquisition. Et vous voyez que vous avez dans ce manuel un chapitre écrit par Rastier sur la sémantique interprétative. Alors, quand on compare ces deux manuels, on se rend compte quand même que ce manuel-là est un petit peu plus, donne une part plus nette, disons, un peu plus marquée à la dimension formelle que celui-ci. Mais vous avez aussi, et souvent, j'ai remarqué que lorsque vous cherchez, vous faites une requête sur Google entre Handbook et Semantics, vous tombez plus facilement sur des manuels de sémantique formelle de ce genre-là, qui là ont des plans complètement différents, voyez, mais où vous retrouvez ce qu'on a vu dans le manuel de Corbelin.
théorie de la référence et de la quantification, la question du temps, voilà. L'intentionnalité et force, ça c'est plus la dimension pragmatique, et puis les interfaces. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que d'abord, il y a une part beaucoup plus importante qui est donnée à la sémantique grammaticale. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse à la quantification, je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'intéresse aux déterminants. Quand on s'intéresse aux aspects temporels et aspectuels, ça veut dire qu'on s'intéresse à la sémantique des verbes. Hein, et l'imparfait, le passé simple en français, c'est le passé, mais c'est du passé qui n'est pas vu de la même façon, sinon il n'y aurait pas deux temps du passé de l'indicatif en français. Donc c'est de la sémantique grammaticale, analyser les valeurs des temps des verbes. Hein. Donc il y a une importance de la sémantique grammaticale plus grande. Et puis, vous voyez, pourquoi il y a les interfaces? C'est précisément lié à la dimension modulaire dont je parlais précédemment, c'est-à-dire à partir du moment où vous partez du principe qu'il y a un module de la syntaxe, un module du lexique, un module de la pragmatique, vous êtes obligé de travailler sur l'interaction ou l'interface entre ces modules séparés. Alors que dans d'autres théories sémantiques, il n'y a pas cette séparation initiale et il y a, si vous voulez, du sens dans la grammaire déjà, et donc on ne sépare pas la sémantique de la syntaxe, par exemple. Alors, quelques remarques pour conclure ce cours. Donc, cette question de l'hétérogénéité du sens, elle est, à mon avis, très largement occultée. D'une part, parce qu'il y a des pratiques académiques, des pratiques à l'université qui séparent les choses et qui font que les gens ne se rejoignent pas. Hein. Donc, à partir du moment où, par exemple, vous faites une thèse sur la sémantique formelle, jamais vous n'allez vous poser la question du sens, puisque vous êtes déjà engagé dans toute une communauté qui considère le sens de la même façon et qui travaille en utilisant un certain nombre de concepts. Et bon, voilà, vous faites ça sans du tout vous poser de questions. De même, si vous faites plus de la linguistique, proche de la stylistique, etc., l'idée que le sens, c'est les choses et que une phrase a le même sens pour tout le monde, c'est une idée qui vous paraît immédiatement totalement absurde parce que vous avez l'habitude de travailler sur des problèmes justement d'interprétation multiple pour un même texte et d'histoire des interprétations, etc., etc. Donc en fait, on ne se pose jamais la question de la stabilité de la signification parce qu'il y a des pratiques sociales autour dans la recherche et dans l'enseignement qui font que les choses existent d'une manière séparée sans qu'on se dise, c'est quand même un peu embarrassant que chacun parle de sens en parlant de choses complètement différentes. On a vu aussi qu'il y a deux distinctions qui restent assez nettes dans la façon quand même de concevoir le sens. La distinction, disons, qui fait que le sens pragmatique est perçu comme étant assez différent du sens en sémantique, mais ça n'a pas l'air de troubler tellement les esprits. Et puis, le fait qu'il y ait une différence quand même assez nette entre le sens grammatical et le sens lexical. Hein, le sens lexical étant un sens plutôt descriptif, disons, et puis le sens grammatical, un sens instructionnel. On voit aussi pratiquement partout que quand même le niveau du mot est privilégié, même s'il y a toujours un chapitre à la fin sur la sémantique des textes ou des discours, mais c'est à la fin, c'est jamais posé comme étant une chose de départ. Hein. Ça l'est chez certains auteurs, comme Rastier par exemple, qui va dire l'unité de départ c'est le texte. Et puis ensuite on décompose. Mais cette position est assez rare. Et donc au total on ne voit toujours pas l'unité qu'il peut y avoir entre ces 4 niveaux de construction du sens, vraiment 4 sens du sens qui sont très différents. Le sens de l'unité lexicale, le sens de l'unité grammaticale, le sens de la phrase ou de la période, hein, si on est à l'oral, le sens du texte ou du discours. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui et je vais reprendre cette question après les vacances, sans vous promettre de répondre définitivement, mais de continuer à y réfléchir. Voilà, bonnes vacances à tous.